Bonjour à tous les amis, bienvenue sur CryptoFort, cette actualité crypto numéro 44. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler des projets crypto d'abord en première instance de la vidéo, c'est-à-dire le VeChain, XRP. En plus, vous allez voir, il y a des bonnes nouvelles notamment par le XRP et au niveau de Ripple. J'ai parlé comme d'habitude de VV Digital Collectibles et petite nouveauté, je vais également parler de l'actualité sur Polygon, donc une première. Et aujourd'hui, ça va remplacer le projet Ultra et le token UOS parce que je fais une semaine sur deux. On va dire, parce qu'en plus, il y a moins peut-être d'actualité d'une semaine sur l'autre pour ce genre de projet, ça s'y prête moins. Donc c'est parfait. Et en même temps, comme ça répond aux demandes des abonnés qui m'ont demandé de faire des actualités sur le Polygon. Voilà les amis, donc je vous remercie. D'ailleurs, j'en profite encore pour remercier tous en tant que vous êtes, les abonnés, les récents, les anciens, et également pour vos demandes, pour vos likes, pour vos soutiens, ça fait toujours plaisir, ça encourage à continuer. Et puis voilà, dans ce cadre-là, c'est pour ça que je vous fais la petite vidéo encore du jour, l'actualité 44 crypto. Et également en fin de vidéo, on verra tout ce qui est les actualités crypto plus générales, mais également financières comme d'habitude. Change pas la recette. Bon, écoutez, si vous êtes chaud, je vous invite à aller jusqu'au bout avec moi. Et puis sinon, d'abord, je vous envoie le trailer. Donc on commence par le VeChain, les amis. Regardez, donc en introduction, là j'ai un tweet de la fondation VeChain qui montre tout simplement le PDG Sunny Lu de la fondation VeChain qui a participé, souvenez-vous, je vous l'avais dit je crois la semaine dernière, à l'événement donc NFT XLV qui a eu lieu à Las Vegas notamment et où on a pu retrouver notamment les équipes de VeChain mais également de Cardano par exemple. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là, durant cet événement, on a eu Sunny Lu, donc le PDG de la fondation VeChain, qui a été interviewé par Blockster, donc l'équipe de Blockster, une équipe de journalistes spécialisés dans les informations du Web 3.0. Et donc, j'ai retrouvé le lien de l'article est ici, et j'ai retrouvé donc cet article-là, je vous le montre. Et j'ai trouvé très intéressant parce qu'il y avait pas mal de questions justement posées à Sunny Lu sur sa vision de la fondation VeChain, mais également sa vision de la roadmap du VeChain, mais également du Web 3.0 en plus général. Et donc, c'est assez intéressant parce que ça donne un petit peu la vision et l'important d'ailleurs quand on comprend cette vision-là de la place du VeChain dans le monde de la blockchain et du Web 3.0. Et donc là, regardez, je vais vous montrer donc je sélectionner quelques petites questions, hein. En anglais, bon, je fais la traduction au fur et à mesure. Par exemple, là, la journaliste, elle lui a posé la question à Sunny Lu, pourquoi, par exemple, croyez-vous qu'il faut donner le pouvoir, par exemple, aux développeurs et que c'est la clé, l'ingrédient clé pour réaliser le plein potentiel de la blockchain? Et la réponse de Sunny Lu, parce que là, ils font référence notamment au futur hackathon, vous savez, et au challenge, notamment entre l'application EasyA, la fondation VeChain et les 12 000 développeurs qui utilisent actuellement ce challenge pour construire une application, une dApps. Donc c'est un concours actuel. Et donc dans ce cadre-là, c'est pour ça qu'elle pose cette question, la journaliste. Et donc la réponse de Sunny Lu, c'est nous voyons les développeurs et les constructeurs de demain comme la clé du futur du Web 3.0. Tout simplement. Et donc c'est pour ça que lui considère, vous savez, il y a des gens dans ces constructeurs de demain, ces développeurs, qui en fait participent quelque part à l'éducation du système aujourd'hui parce qu'ils ont eux-mêmes connu le Bitcoin dans l'entièreté de sa vie et qu'ils sont passionnés, etc. Et donc qui de mieux en gros que des passionnés pour apprendre les clés en fait du potentiel de la blockchain de demain à l'ensemble de la masse derrière. Voilà. Ouais, c'est plutôt intéressant. Ensuite, il dit par exemple comment, enfin la question c'est, la journaliste c'est comment l'industrie de la blockchain peut-elle être mieux éduquée et, euh, et que les équipes de développeurs peuvent grandir pour rencontrer en fait les challenges du monde réel. Et donc il dit, Sunny Lu, la réponse, je pense que la clé plutôt que l'éducation, c'est la démonstration. Ah, voilà. Et donc il dit, en tant qu'industrie, au niveau du Web 3.0, même de la fondation VeChain, nous avons construit les premières applications pour délivrer justement des valeurs au monde réel et pour démontrer des utilisations du vrai pouvoir du Web 3.0 dans une voie tangible.
Et notamment, il dit par exemple dans le milieu de la traçabilité. C'est exactement par exemple sur quoi travaille la blockchain du VeChain, c'est justement de rendre l'aspect digital des choses. On l'a vu avec par exemple, la raquette de tennis qui a été rendue digital de Novak Djokovic, hein. Et donc, quand vous achetez le NFT, vous achetez la vraie raquette. Enfin, et des exemples comme ça, il y en a plein. Vous avez l'application dans l'industrie, dans l'agroalimentaire, dans la technologie, etc. Bon. Et d'ailleurs, très intéressant, parce que je vais vous montrer après, je trouve un exemple notamment d'une équipe, un très prometteuse, qui est en train de développer son application grâce au challenge, justement, qui a lieu en ce moment avec vous savez, l'application entre VeChain et EasyA. Donc vous verrez, là, justement, ça donnera une démonstration hein, pour faire pour être dans la même ordre de grandeur que dit Sonilu, dans la démonstration plutôt que l'éducation, pour vous montrer justement concrètement un exemple. Bon, ensuite, voilà, qui dit comment, la question c'est comment le hackathon qui vient, vous savez, à l'université d'Harvard, pourra élever les développeurs en fait de la fondation VeChain quelque part. Et donc sur quels domaines sont focalisés par exemple ce hackathon au niveau des domaines clés. Donc la réponse de Soninu c'est une de nos principaux domaines clés focalisés lors de ce hackathon est le domaine de la traçabilité. Voilà, on en revient à la traçabilité. Et donc, c'est pour ça qu'ils disent que nous avons annoncé le partenariat. Ils rappellent le partenariat avec Boston Consulting Group qui, justement, eux aussi, vont mettre à disponibilité leurs talents, leurs compétences pour justement aider les développeurs de ce challenge à créer, à développer derrière leur startup. Parce que là, on parle de dApps, on parle de développeurs, mais derrière, c'est des startups hein, qui sont en train de naître sur l'écosystème VeChain. Il y en a 12 000, hein, pour rappel, en ce moment. Bon, voilà les amis, et d'ailleurs quand je vous dis 12 000, vous voyez, c'est rappelé par EasyA hein, dans ce tweet, wouhou, nos derniers 12 000 challenges, enfin gagnants, hein, ont juste déployé leur premier smart contract sur VeChain. Vous voyez, c'est pas rien, hein. C'est-à-dire que là, vous avez au minimum 12 000 smart contracts qui ont été développés sur la fondation VeChain sur un challenge, hein, de 60 jours. Donc là, on voit que VeChain sont en train de tout donner, clairement. Bon, après, je vais sélectionner parce qu'il y a trop de questions. Donc j'ai un peu sélectionné aussi les questions, hein, pour vous les montrer, sinon ça prendrait trop de temps. Donc pourquoi, par exemple, pourquoi croyez-vous que le Web 3.0, en fait, fournit un développement et une traçabilité dans les applications optimales au niveau des réseaux? Et comment l'infrastructure du VeChain permet cette traçabilité entre guillemets? Donc là, il dit la technologie du Web 3 sont quelque chose de critique pour le développement de la traçabilité des infrastructures parce que elles prédisent entièrement, elles sont basées entièrement sur la transparence et la confiance. Et là, ils mettent même, PDG Sonilu, il dit chose très intéressante, en bougeant, c'est-à-dire en supprimant la confiance intermédiaire, des intermédiaires, et en autorisant les actions, les données à être visibles en temps réel, sans oblitération, obstruction quelque part, brouillard on va dire, eh bien, nous permettons l'ouverture à l'échelle de collaboration possible, si vous voulez, automatisée par les smart contracts et les autres outils de la blockchain. Donc là, il a tout dit. Et là, je fais référence notamment à, il y a eu un, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais sur Twitter, là, il y a eu un gros troll, où il y a eu une affaire où vous avez une personne qui a dit je suis master en économie, enfin bref, littéralement, je peux vous dire que le Bitcoin ne sert à rien, la blockchain ne sert à rien, parce qu'il y a les intermédiaires justement comme l'État et tout au milieu, donc en gros, tous ceux qui croient à la blockchain, c'est des débiles. Hein, c'est ce qu'il disait. Donc moi je pense que c'était une blague, je pense que c'était un troll, mais ça a fait beaucoup de bruit, et vous voyez, quand je vois par exemple qu'un PDG Sonilu, la fondation VeChain, a compris les enjeux de la blockchain et les dévoile derrière par des utilisations concrètes, dans le monde réel, quand je vois même toutes les entreprises institutionnelles qui se jettent sur la blockchain, c'est pas pour rien, c'est parce que derrière, il y a une véritable crise de confiance en ce moment de la part des citoyens, mais pas que. Vous avez également les entreprises qui ont une perte de confiance dans leurs propres clients, quand vous avez les arnaques à foison, vous avez la contrebande, la contrefaçon, enfin, tout ce genre de système, par exemple, sur le marché noir, fait qu'il y a une perte de confiance globale aujourd'hui avec la corruption qui a lieu, et donc pour réduire tout ça, pour supprimer tout ça, que ce soit sur les relations entre citoyens et,
élite de l'État, parce qu'on ne demande même plus on se demande à quoi ils servent en fait, hein, aujourd'hui, quand on voit les résultats, eh bien, il y a un vrai problème de confiance. Et donc la blockchain, bien sûr, faut pas rêver, on ne pourra jamais mettre la blockchain, une grosse blockchain à l'entité décentralisée sans chef derrière. Il y aura toujours une entité leader, mais si on met la blockchain, peut-être ça va permettre justement de favoriser une relation égale entre les élites et les citoyens. Et donc il n'y aurait plus d'élite en fait, il y aurait citoyens avec des citoyens, mais des citoyens leaders et non plus tyrans peut-être. Voilà. Ça aussi, c'est ça l'avantage peut-être de la blockchain. Bon, sur ce, hein, là je suis peut-être parti, je dérivais, mais vous avez compris le principe en tout cas. Bon, donc c'est très intéressant, vous voyez, de rappeler un petit peu ce genre de personnes hein, qui était, donc Sonny Liu, je rappelle, c'était un des patrons de Louis Vuitton, notamment en Chine, hein, donc c'est pas un rigolo quoi. Bon, ensuite, je continue les amis, notamment là j'ai un tweet de la fondation Betienne Regardez, donc ils rappellent, hein, ça y est, ils sont en train de lancer leur hackathon avec les 200 plus grands esprits, on va dire, de l'université d'Harvard, en collaboration avec l'app EasyA, donc la semaine prochaine, c'est-à-dire entre le 7 et le 9 octobre. Et ça a même été mis en lumière par le journal CoinDesk, vous voyez, qui parle du 7 et 8 octobre, pardon, c'est le 7 et 8 octobre, donc le week-end prochain. Et donc, il y aura effectivement un encouragement de l'utilisation de la plateforme VORJ comme outil là-dessus, et il y aura également des prix pour les meilleures en fait, applications développées sur la fondation VeChain dans le cadre de ce challenge. Donc ça y est, ça s'accélère hein, les amis, et on verra très bien, donc je vous dirai la semaine prochaine qu'est-ce qu'il en a été de ce challenge, ça promet d'envoyer du lourd. Bon, je continue les amis, et là voilà, comme je vous avais dit, je vous montrerai un cas concret, notamment d'une startup qui est créé là justement dans le cadre de ce challenge. Et donc là j'ai un tweet de Chandler, comme vous pouvez voir, qui est le président de, vous voyez, enfin, en fait, d'une startup qui s'appelle Eco Voyageur. Donc il dit semaine prochaine, mon équipe et moi, en fait, vont lancer, donc nous lancerons notre startup Eco Voyageur au hackathon de EasyA et du VeChain. Donc vous voyez ce qui est très intéressant. Donc là, il a cette personne-là. Je vous invite à voir la vidéo si vous voulez en savoir plus a posté une vidéo de son projet pour préparer le hackathon justement de sa startup. Et donc Eco Voyageur serait en fait une DApp qui permettrait la planification de voyages. Et donc ça rappelle quoi? Ça rappelle notamment par exemple dans le monde, pour faire le parallèle, l'analogie avec le web 2.0 sur Internet actuellement, des applications comme Booking.com pour réserver des hôtels, EasyJet je crois pour réserver notamment des avions, enfin les billets d'avion, la SNCF pour réserver son billet de train et tout. Enfin, ça rappelle un petit peu ce genre de choses. Sauf que là, comme il travaille dans le web 3.0, cette DApp, eh bien, elle est basée sur la blockchain. Et donc, imaginez qu'on n'ait plus besoin d'intermédiaires, par exemple, justement, comme les agences de voyage. Euh, et, et même plus que ça, j'allais plus loin, si on optimise la sécurité, la confiance avec la blockchain sur ce genre de DApp, on n'aura peut-être plus de problème au niveau des arnaques. C'est-à-dire les gens qui commandent leurs hôtels ou leurs villas sur une application, et que quand ils se rendent sur les lieux, ben, il n'y a rien, il n'y a pas d'hôtel, et finalement c'est une arnaque, ils se sont fait avoir, ben, peut-être que ça n'existera plus grâce à la blockchain. Voilà. Et justement, grâce à ce genre de nouvelles DApp, fonctionnalités développées comme ça, à partir de ce 60 jours du challenge. Voilà. Donc là, on voit vraiment qu'il y a une évolution concrète, hein, et qu'on voit qu'il y a une explosion en fait de ce genre d'applications liées à la blockchain qui viennent remplacer petit à petit, qui vont remplacer petit à petit tout ce que l'on connaît aujourd'hui sur le web 2.0, mais en renforcé au niveau de la sécurité, de la transparence, de la confiance. Voilà. Voilà à quoi sert en fait l'écosystème du VeChain, hein, on le voit de plus en plus. Bon, voilà donc, dernier petit tweet pour la route pour la fondation VeChain, les amis. Donc là, j'ai un tweet de David Rogers, vous voyez. Alors, David Rogers, là, il est suivi quand même par la fondation VeChain en tant que tel. C'est pour ça que je me permets quand même de vous poster son tweet, quand même parce que ça donne une certaine crédibilité, hein, bien évidemment, au personnage. Ce n'est pas une fake news ou quoi que ce soit dans ce genre-là. Et donc David Rogers fait allusion en fait à un problème, notamment rencontré en Afrique. Et vous voyez qu'il fait référence même à un autre tweet de Mike Udema, où on voit une vidéo tout simplement de tonnes de, de déchets en fait, hein, de vêtements et de matériaux synthétiques qui requiert hein,
342 millions de barils de pétrole chaque année, soit pour la construction, soit pour la destruction. Voilà. Et donc ils disent, ouais, en Afrique, c'est un vrai problème, parce que c'est responsable d'entre 8 et 10% des émissions globales à effet de serre dans le monde. Donc c'est pas rien, et c'est pour ça que là, une des solutions pour éviter ce gaspillage, optimiser notamment peut-être la durée de vie ou la seconde vie, vous savez, des matériaux recyclés pour ce genre de produits, eh bien, c'est la blockchain, notamment le VeChain. Voilà, donc là aussi, deuxième exemple concret, mais là, c'est plus forcément une dApps, comme je vous ai montré précédemment. Là, c'est plutôt l'écosystème du VeChain, lui, qui permettrait justement d'implémenter des solutions pour réduire ce gaspillage monstrueux hein, qu'on peut voir avec les montagnes de déchets en tous les sens là-bas. Et c'est valable en Afrique, mais pas que. Hein. Bon, voilà les amis, donc ce sera tout pour le VeChain aujourd'hui. Je vous invite à voir la vidéo ici si vous voulez en savoir plus sur le VeChain, si vous n'avez pas vu encore la vidéo. Et puis sinon, je rappelle également au passage, très important, je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis pas un conseiller en investissement et que tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, c'est à titre informatif uniquement. Voilà, une fois que c'est dit, écoutez, on passe à la suite les amis, c'est-à-dire prochain projet qui est VV Digital Collectibles. Avec, vous voyez, hein, donc là, on n'aura pas beaucoup de drops, clairement, et tous les drops qui ont lieu cette semaine, c'est surtout les drops sur des comics, des bandes dessinées, notamment avec là, le comic de The Amazing Spider-Man, hein, vous voyez, apparence de 1963, et notamment c'est le numéro 15 apparemment, qui sortira donc au 5 octobre 2023, c'est-à-dire demain. Ensuite, je continue avec un deuxième drop, je crois que ça va être le dernier drop en plus de VV Digital Collectible pour cette semaine, qui est prévu pour le 6 octobre, comme vous pouvez voir, c'est-à-dire vendredi. Et donc là, c'est une adaptation de Dracula, Masterpiece, vous voyez, Dracula, mais en version Disney avec Mickey, Dingo et tout. Pourquoi pas? Et bien sûr, je vous rappelle que ce sont des bandes dessinées qui peuvent être lues en réalité augmentée, bien évidemment, sous forme de NFT et tout. Et ensuite, les amis, alors là, je vous montre un tweet quand même, alors c'est assez triste, hein, bien sûr, mais c'est aussi intéressant dans le sens où là, donc là, j'ai un tweet de Raven 100 qui fait allusion à la perte donc, de son grand-père, et elle montre la dernière photo de son grand-père qu'elle a faite avec notamment donc, le Hulk en version réalité augmentée juste à côté de lui, parce que son grand-père avait un t-shirt Hulk, du coup, elle s'amusait à, voilà, à poser son grand-père avec Hulk. Et donc, là où ça devient c'est triste, hein, mais ça devient aussi intéressant pour le projet en soi. C'est qu'on arrive à lier, on le voit bien, l'aspect émotionnel, l'aspect souvenir, l'aspect divertissement, technologie, réalité augmentée dans une même application. Et ça, c'est pour ça que l'application VV, elle a vraiment un gros potentiel, hein, même si elle n'est pas exempte de défauts, bien évidemment. Mais on voit qu'à travers ça, eh bien, vous avez un cocktail qui fait que l'aspect collectible, collection, émotion est possible. Et donc on sait très bien que quand vous liez l'émotion avec quelque chose, eh bien, derrière il n'y a plus de rationalité. C'est ça le. Et donc là, on atteint un niveau où il y a, à travers ces émotions, cette personne-là, par exemple, voit désormais l'application VV peut-être plus de la même façon que comme quelqu'un qui arrive pour la première fois sur l'application VV et qui veut se divertir. Cette personne-là, il y a des chances qu'elle voit l'application VV comme un lien même avec désormais sa famille, sa émotion, parce qu'il y a un souvenir familial lié désormais à l'application VV à travers le Hulk notamment. C'est peut-être idiot ce que je dis, mais vous voyez, c'est un peu comme les... Ça, c'est ce qui explique par exemple la passion que des gens ont pour les Pokémon. C'est-à-dire que vous avez des personnes en 50 ans collectionnent encore les cartes Pokémon, mais celles qu'ils avaient quand ils étaient enfants, parce que ça rappelle des souvenirs, et il y a de l'émotion derrière. Ça, c'est des choses qu'on explique difficilement, mais quand il y a l'aspect de lien avec l'enfance derrière en plus, enfin, voilà, donc là, c'est pour ça que je voulais montrer ça, je trouvais intéressant à ce niveau-là. Bon. Et triste, évidemment, pour la personne, on souhaite condoléances à cette personne, bien évidemment. Bon, donc du coup, je continue, les amis, avec l'application VV. Là, j'ai, vous voyez, Funko VV, il y a un nouveau partenariat, donc désormais, qui est officialisé hein, entre VV et Original Funko, et également Marvel, parce que ce sera, donc je rappelle, hein, Funko, c'est tous ceux qui font des, vous savez, les petites figurines pop, là. Et donc là, ce sera des figurines pop liées à Marvel. Et donc la nouvelle fonctionnalité que prévoit désormais VV à travers ce partenariat, c'est de lier le phygital. C'est-à-dire que les personnes qui ont commandé les figurines Funko
sur l'application VV en virtuel, eh bien, auront également la version physique envoyée chez eux. Parce que je rappelle que désormais, il faut remplir le KYC, un Know Your Customer sur VV, donc ils ont votre adresse postale, normalement, si vous l'avez complété. Donc ça y est, on y est. Et donc pour vous donner un ordre de grandeur, qu'est-ce que c'est ce genre de figurine? Hop, là j'ai un tweet de VV viral qui montre voilà, les Pokémon. Mais là c'est les Pokémon, hein. C'est-à-dire Pokémon n'est pas encore une licence officielle sur l'application VV, je vous rappelle. Et que si un jour ils l'ont, qu'à mon avis il y a des chances qu'il l'ait, puisqu'ils ont Alfred Kahn, hein, ils ont carrément dans leur équipe ils ont carrément dans leur équipe la personne, Alfred Kahn, qui a développé Pokémon au niveau mondial, dans les années 2000. Donc ça paraît peu probable qu'un jour ils n'arrivent pas à avoir la licence Pokémon. Mais à mon avis, ils le gardent dans leur carton et ils le sortiront vraiment au bon moment quand ça va tout exploser, quoi. Donc, pour vous dire, voilà, les figurines Pop Funko, elles ressembleront un petit peu à ça, à peu près, mais sauf que ce sera là dans le cadre du partenariat avec Marvel, ce sera des Iron Man, on imagine, des Hulk, pourquoi pas, des héros de l'univers Avengers, etc. Et donc quand les personnes vont commander des figurines virtuelles, elles recevront chez elles eh bien, ce genre de boîte avec la figurine Pop directement en 3D derrière. Donc c'est quand même du lourd, hein. C'est plutôt sympa. Et on voit que là, on accède à un autre niveau, c'est le Phygital directement. Bon, allez les amis, je continue. Donc avant tout ça, je vous invite à voir bien sûr pour ceux qui ne connaissent pas trop le projet, qui veulent en savoir plus, eh bien la vidéo que j'ai faite pour présenter l'entreprise Ecomi, le projet, enfin l'application VV et le token OMI. Et sinon, bah, c'est parti pour prochain projet cette fois. Donc la nouveauté du jour, c'est Polygon. Donc c'est vrai que là j'avais fait une petite vidéo sur Polygon il y a quelques jours, je l'ai repris entre temps, hein, vous avez vu, alors c'est pas obligatoire de la revoir parce que j'ai vraiment fait quelques montages, j'ai coupé des passages où c'était pas clair, notamment au niveau des layers 2. Et effectivement, c'est vrai que j'ai dit dans ma vidéo sur la première que Polygon était une blockchain de type layer 2 pour Ethereum. Alors c'est pas tout à fait exact, enfin je manquais de précision, d'explication. Enfin la vérité c'est plutôt que Polygon, j'essaie d'être précis, est une sidechain, qui est une blockchain indépendante avec son propre système de validation, et que c'est une layer 2, mais uniquement par rapport à Ethereum. Voilà, donc ça dépend en fait du référentiel dans lequel on se pose. Si on regarde par rapport à Ethereum, Polygon est bien une layer 2 qui vise à améliorer en fait la scalabilité du réseau Ethereum, mais si on se plante dans le point de vue uniquement de Polygon, eh bien là, Polygon est plutôt une blockchain indépendante, sidechain, qui a son propre système totalement indépendant. Voilà, donc c'est par rapport à Ethereum, on pourrait parler de Polygon comme une layer 2, mais évoluée, hein, bien évidemment, parce que je vous rappelle, les layer 2 de base ne peuvent pas se connecter à d'autres blockchains que la blockchain principale sur laquelle ils sont reliés. Or, Polygon peut se relier à d'autres blockchains très facilement. Donc c'est un peu différent. Bon, donc pour en revenir à nos moutons, c'est-à-dire à Polygon, c'est l'actualité aujourd'hui, et bien là j'ai un tweet de Polygon Labs, donc l'entreprise derrière le projet, qui présente notamment donc ses propositions d'amélioration pour le Polygon, et notamment ces 3 propositions d'amélioration, parce qu'ils sont en train d'implémenter actuellement là le Polygon 2.0. Voilà. Et donc ici, je vais vous montrer clairement, hein, là je suis sur leur site internet, vous voyez, donc polygon.technologie. Il parle de la phase 0 de la mise en place de la version 2 du Polygon. Et donc il y aura plusieurs phases, hein, vous l'avez compris, qui se dérouleront sur l'année 2023-2024. Et donc la phase 0 commencera, vous voyez, sur le 4e trimestre de 2023, c'est-à-dire, là c'est imminent, hein, clairement c'est imminent. Et donc c'est pour ça que là je vous montre donc, les 3 premières propositions d'amélioration dans cette phase 0 concernent toutes, sans exception, le token Matic qui va évoluer vers le token POL, c'est-à-dire POL. Et donc la majorité de ces améliorations concernent surtout le staking. Et donc ils disent là par exemple dans la proposition 18 qu'ils ont numéroté ces propositions d'amélioration, donc il y a la proposition 18, 17, 19. Donc là la première proposition proposée c'est la proposition 18, vous voyez, qui permettra tout simplement de focaliser l'upgrade de Matic vers le POL, mais de façon pas instantanée,
c'est-à-dire c'est une façon progressive. Et là, il propose à travers cette amélioration de commencer donc, tout doucement par l'initiation, vous voyez, de la mise à jour du POL. Ensuite, ils veulent travailler dans un deuxième temps sur les frais de gaz de la POS et dans un troisième temps, ils vont créer un hub de staking et enfin, pour finalement mettre en place le staking définitif de POL. Donc, vous voyez, ce sera progressif, hein, et donc cette phase 0, avec cette proposition 18, sera peut-être plus étalée sur le temps. La proposition 17, bah, en fait, c'est un peu la même chose, hein, c'est vraiment lié au staking, mais cette fois basé sur le supply, peut-être également du token POL. Voilà, donc POL, vous voyez, allows, autorise une migration de 1 à 1 du nombre de tokens Matic existants. Voilà, donc là, c'est-à-dire que le nombre de tokens Matic sera l'exact nombre de tokens POL, si je reprends vraiment le terme, hein. Et enfin, la proposition 19, bon, eh bien, c'est une mise à jour, bah, en fait, c'est la même chose, hein, c'est-à-dire, mais un peu différemment. C'est basé sur tout l'aspect de staking également. Donc, toutes les propriétés, par exemple, du token natif seront inchangées. L'upgrade ne changera pas non plus les contrats, enfin, les contrats avec le Polygon POS. Et tous les contrats sur Polygon POS seront, peut-être, changeront peut-être des designs, en fait. Voilà. C'est ce que j'en ai compris, mais c'est vraiment là, la proposition de 19, ça n'a pas l'air d'être un grand changement, même au niveau du staking en fait. C'est plus une esthétique peut-être. Bon. Si je dis pas de bêtises, hein. Après voilà, de toute façon, l'article, vous l'avez là, mais de toute façon, je pense que la phase 0 sur le changement de token, grosso modo, ça va être beaucoup focalisé sur le staking, vous l'avez compris. Le reste, ça a peut-être moins d'importance. Et on ne verra peut-être pas passer vraiment les différences, en tout cas en tant qu'utilisateur ou quoi. Pourquoi pas? C'est plutôt pour les personnes qui utilisent beaucoup peut-être les fonctions de staking sur ce projet-là. Bon, je continue, les amis. Prochaine information sur Polygon, là très intéressante, notamment, donc ils disent ce mois-ci, vous voyez, c'était au 29 septembre, le tweet de Polygon Labs. Google Cloud est devenu donc, un important validateur dans le système décentralisé de la blockchain Polygon POS. Donc, ils disent que la même infrastructure a été utilisée pour faire fonctionner donc, YouTube et Gmail. Et donc, désormais, ça va permettre au protocole de Ethereum for All Polygon de bénéficier de la technologie de Google Cloud en tant que validateur décentralisé. Donc là, ce qui est intéressant déjà, c'est qu'il parle de Ethereum for All, Polygon Protocol. Donc vous voyez que quand je vous disais dans la première vidéo que on considère que Polygon est un layer 2 de base par rapport à Ethereum, on voit qu'en fait à la base c'était le cas. C'est-à-dire que à la base, Polygon, lui, il a été créé justement pour faciliter l'échelle de scalabilité de Ethereum qui à l'époque, quand il fonctionnait encore en proof of work, il y avait un vrai problème de scalabilité, de congestion sur le réseau Ethereum quand il y avait beaucoup d'utilisation. Donc c'est pour ça que Polygon, à la base, c'était vraiment pour améliorer l'Ethereum. Et là, on le revoit d'ailleurs, hein. C'est-à-dire que le réflexe, c'est de dire qu'ils parlent de Polygon, mais également ils associent encore Polygon à Ethereum étroitement, hein. Donc on le voit ici. Mais après, comme ça a évolué, autant Ethereum est passé en proof of stake et donc a de base déjà augmenté sa capacité de scalabilité. Et en plus, de son côté, Polygon, lui également, s'est développé et a, on va dire, désormais beaucoup plus de poids qu'une layer 2 normale. Voilà. Donc c'est assez intéressant de le voir, hein, vous voyez, on comprend mieux pourquoi. Bon, donc ils disent maintenant, avec plus de 100 validateurs qui sont en train de sécuriser le réseau de Polygon POS, donc Google Cloud, en gros, est en bonne compagnie. Non seulement est une bonne compagnie, on va dire, une bonne entreprise, et donc voilà, il rappelle la puissance et donc la sécurité qui est mise en avant pour le réseau de Polygon POS. Bon, donc là-dessus, ce sera tout hein, pour aujourd'hui pour le Polygon. Je vous invite à voir du coup ma vidéo toute fraîche sur la version 2 en plus du Polygon, si vous voulez comprendre vraiment le projet, enfin du moins sur ses bases, hein. Après, je ne suis pas dans les détails non plus extrêmes, ça faut être développé, et puis en plus c'est hyper abstrait, c'est-à-dire que c'est pas très visible, comme c'est plutôt de la théorie. Et voilà. Et sinon, écoutez, on passe au prochain projet, les amis, c'est-à-dire XRP et Ripple. Et là, vous allez voir, il y a pas mal de choses à dire. Donc, notamment, première information de la part de l'entreprise Ripple directement.
Donc c'est officiel, Ripple est maintenant pleinement licencié pour fournir des solutions, des services de tokens et de paiements digitaux à Singapour. Donc là, très intéressant, parce que ça veut dire que ça y est, Ripple a l'autorisation officielle à Singapour de fournir des services de crypto, des solutions crypto pour les business et également pour délivrer une plus-value réelle de paiement pour les entreprises, les institutionnels, singapouriennes, etc. Donc c'est vraiment du lourd, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on valide le fait que Ripple est en train de prendre un monopole certain dans les paiements transfrontaliers crypto à l'échelle mondiale. C'est donc un article que je vais vous montrer toujours sur Ripple, sur XRP, très article du journalducoin.com. Donc la SEC perd encore une bataille contre Ripple et son XRP. Donc là, effectivement, ça s'enchaîne pour la SEC. On le voit notamment avec déjà le premier round qui a été perdu par Ripple contre la SEC. Et donc là, c'est encore une fois, on a donc une audience et un verdict de la part de la juge Anna Torres qui avait déjà jugé le premier round, qui a dit non, finalement, la SEC, vous ne pourrez pas faire appel pour le moment, en tout cas, de votre procès contre Ripple. Donc là, c'est encore effectivement une bataille, une deuxième grosse bataille là, qui est gagnée par Ripple et par le XRP du coup, forcément. Parce que derrière, ça veut dire que en fait, la juge Analisa Torres a déclaré par là qu'il n'y avait pas de motif valable et de raison avancée suffisamment, on va dire, importante par la SEC pour justifier une mise en appel du procès de base. Cependant, l'affaire n'est pas totalement terminée parce qu'il y aura un autre verdict, un autre jugement, notre audience qui est prévue déjà pour avril, pour fin avril 2024. Et lors de cette audience, si la SEC amène suffisamment de preuves et d'éléments pour justifier une mise en appel, eh bien, il y aura une mise en appel. Mais pour l'instant, la SEC n'a pas réussi à justifier, par n'importe quelle façon que ce soit, un procès en appel. Donc, si ça continue comme ça, s'il n'y a pas de nouveau verdict, eh bien, enfin de nouveaux éléments, eh bien, normalement, Ripple devrait définitivement gagner son procès en 2024. C'est ça que ça veut dire, donc c'est une très bonne nouvelle pour le XRP pour Ripple et donc pour l'ensemble de l'industrie crypto, les amis. Voilà, je vous ai partagé l'information, donc très bonne nouvelle, et puis sinon, on continue à la suite. Je vous passe la vidéo ici si vous voulez voir du XRP, de Ripple pour savoir un peu plus sur le projet, mais en tout cas, sachez qu'effectivement, désormais, il n'y a plus grand frein. Il n'y a plus grand chose qui peut vraiment stopper l'expansion du XRP et de Ripple quand on voit la puissance du projet. Bon, et sinon, écoutez, on passe à la suite, c'est-à-dire aux actualités crypto plus générales. Et donc là, j'ai un cryptost.com ou .fr, donc Shiba Inu, Ripple, Pepecoin, enfin, toutes les crypto-monnaies désormais seront possibles en tant que paiement chez Honda. Donc là, c'est juste un petit exemple, effectivement, mais qui en dit long derrière. Parce que c'est vrai que depuis certains mois, on constate que non seulement il y a les entreprises, les industries qui commencent à s'ouvrir aux crypto-monnaies en termes de paiement, comme Honda notamment, mais également les institutionnels à travers notamment la demande d'ETF Bitcoin Spot. On l'a vu, ça fait grand bruit avec BlackRock et tout. Et donc, comme par hasard, on voit que la SEC a de moins en moins de marge de manœuvre, de moins en moins de victoires, même plus du tout, on peut le dire. Et désormais, l'industrie crypto semble de plus en plus avoir l'horizon plus dégagé, et tout ça peut-être grâce justement aux entreprises et aux institutionnels. Donc là, ça prouve vraiment encore une fois quoi? Ça prouve que quand on a BlackRock qui décide quelque chose, tout le monde s'aligne derrière pour satisfaire les grands Manitou de la finance, c'est-à-dire ceux qui ont l'argent qui brasse des milliards de dollars. Ah, forcément. C'est logique, en fait. Bon, je continue les amis avec un autre petit article pour la route, cointribune.com. Donc le dollar numérique ne tiendra pas face au Bitcoin, rappelle Robert Kiyosaki. Donc c'est vrai que là, une des raisons également, je rappelle, pourquoi la SEC est en train peut-être de perdre son combat, c'est que les politiques déjà, on sait, appartiennent à ceux qui ont l'argent, enfin, du moins obéissent à ceux qui ont l'argent, mais en plus derrière, les politiques peut-être qui ont une stratégie intelligente face à l'avenir ne peuvent que constater que le dollar de base est en train de s'effondrer, mais pas que, il n'y a pas que le dollar, il y a toutes les monnaies fiat dans le monde, perdent de la valeur au fur et à mesure du temps, et on le voit bien quand on regarde l'inflation au niveau mondial qui a explosé ces derniers mois, ces dernières années. Et donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là, au niveau de la politique,
constate qu'effectivement, si le dollar s'effondre un jour en tant que monnaie fiat, ben, le dollar numérique subira le même sort. Donc là, il faut trouver une alternative. Et l'alternative n'a pas 36 millions aujourd'hui, c'est les crypto-monnaies sur le plan numérique. Donc c'est pour ça que je suis plutôt d'accord personnellement avec Robert Kiyosaki. Alors je rappelle que Robert Kiyosaki, en plus, c'est l'auteur de Père riche, Père pauvre, qui est ici, et qui donne effectivement sa vision très intéressante sur le monde financier, sur l'éducation financière. Donc quand je dis c'est très important de s'éduquer financièrement, ben, on le voit bien, hein, parce que ben, nous, on n'a pas d'armada d'avocats et tout spécialistes dans le droit financier et tout pour nous conseiller où il faut placer notre argent pour lutter contre l'inflation, justement. Voilà, donc d'où l'importance de s'éduquer soi-même là-dessus. Voilà, donc là-dessus, vous voyez, autre nouvelle, hein, c'est-à-dire que l'horizon se dégage de plus en plus pour les crypto-monnaies qui sont non seulement en train d'obtenir une voie légale, mais en plus sont en train d'avoir une valeur refuge. On le voit notamment dans les pays en crise économique très sévère, hein, comme l'Argentine, le Venezuela, le Liban, même la Turquie, désormais, elle est en train de faire face à une inflation bien plus sévère que chez nous encore. Donc là, on le voit bien. Allez, je continue les amis. Autre petite nouvelle, donc dernier article au niveau de l'actualité crypto générale, donc coins.fr, donc d'autres ETF sur des contrats à terme ETH font leur début aux États-Unis. Et donc là aussi, on retrouve qui? On retrouve les grands institutionnels comme Valkyrie, etc., qui, à travers ce genre d'événements, prouvent de plus en plus qu'ils veulent s'insérer de façon très appuyée sur le marché crypto et donc ne laisseront jamais la SEC leur décider, enfin leur dicter leur conduite. On le sait, ceux qui ont l'argent décident de l'appuyer le beau temps sur ce genre de choses. Donc là, on voit bien que l'analogie en train de se passer, c'est qu'on a une petite boule de neige qui est tombée de la montagne au début avec les cryptos, et au fur et à mesure, cette boule de neige, elle grossit, et en fait, en bas, vous avez la SEC qui se prépare à encaisser le choc, c'est-à-dire à essayer d'arrêter cette boule de neige, mais le problème, c'est qu'avec la vitesse et l'ampleur de la boule de neige, il y a fort à parier qu'ils se fassent exploser la figure. Et c'est ce qui est en train de se passer, on le voit bien, parce qu'ils perdent tous leurs procès juridiques, les uns après les autres. Voilà les amis, donc ça sonne plutôt bon pour l'acceptation de l'industrie crypto. Par contre, là où il faut se méfier, hein, alors désolé de vous le dire comme ça, mais c'est que ces institutionnels-là vont essayer de détourner l'industrie crypto à leur profit à eux. Parce que je rappelle que les ETF, ce ne sont pas des possessions. Quand vous misez sur un ETF, c'est un indice boursier corrélé à la véritable valeur par exemple, de ETH. Mais les personnes qui vont acheter des ETF, en aucun cas n'auront la possession des ETH ou des bitcoins à terme. Voilà. Donc après, là, c'est des ETF sur des contrats à terme, c'est-à-dire des contrats futurs, donc c'est du trading. Donc là, quand on est sur du trading, bon, c'est normal. On va dire qu'il y a un pari à la hausse ou à la baisse, mais qu'on ne possède pas les crypto-monnaies. Mais là, moi, je fais référence plutôt aux contrats Bitcoin Spot, contrats ETH Spot, qui ne sont pas encore mis en place, hein, bien je rappelle, aux États-Unis, mais qui à terme empêcheront quelque part les particuliers d'acheter réellement des crypto-monnaies. C'est-à-dire que là, les institutionnels feront l'intermédiaire entre les particuliers et les crypto-monnaies et empêcheront les particuliers d'accéder plus facilement aux crypto-monnaies, peut-être de les acheter réellement pour eux, pour lutter contre l'inflation et tout, mais les laisseront acheter plutôt des ETF qui sont des indices clonés, virtuels, des valeurs du Bitcoin, de l'ETH ou d'autres cryptos, pourquoi pas. Voilà, donc là, attention les amis, c'est peut-être aussi un plan machiavélique de la part des institutionnels pour se rafler la part du gâteau avant que les particuliers aient conscience qu'il y a du gâteau à se faire là-dessus, quoi. Bon, après, c'est moi qui dis ça, c'est mon avis, ça n'engage que moi, j'ai tort peut-être, et tant mieux, voilà. Bon, chacun son point de vue. Allez, je continue les amis, cette fois pour l'actualité, pas crypto, mais financière, économique. Vous allez voir, il y a des petites choses intéressantes à dire là aussi. Donc notamment, j'ai un article de Les Échos. Crédit immobilier, les annonces de Bruno Le Maire plongent le secteur dans la perplexité. Donc là, on croit rêver. Alors nous, en France, on est champion du monde de l'incohérence, en fait. Parce que, avoir donc les déclarations du ministre de l'économie, hein, je cite ce que dit Les Échos, en faveur d'un assouplissement des règles d'octroi de crédit, est en opposition totale avec les positions de la Banque de France et inquiète, en gros, hein, le secteur bancaire. Parce que je rappelle que là, avec la hausse des taux directeurs, forcément, les taux de crédit sont plus chers. Donc, les particuliers, les entreprises qui veulent acheter un crédit, enfin qui veulent avoir un crédit désormais, doivent rembourser des intérêts
plus élevés, donc leurs crédits sont plus chers. Donc forcément, bah, avec l'inflation en plus qui est corrélée à tout ça, hein, qui est plutôt rajoutée par-dessus, eh bien, les gens ont moins de marge de manœuvre et du coup, il y a moins de personnes qui prennent des crédits, il y a moins d'entreprises qui achètent des crédits, vu la perspective sombre en plus sur l'avenir des marchés, etc. Donc, résultat, bah, vous avez une chute de la consommation de crédit. Et que veut faire Bruno Le Maire pour relancer le système? C'est aussi dégager les règles, donc justement pour accéder au crédit. Parce qu'il faut savoir que depuis la crise de 2008, des subprimes qu'il y a eu aux États-Unis, eh bien, il y a tout un ensemble de règles qui ont été mises en place, notamment en Europe, pour empêcher des gens qui n'ont pas les moyens, qui ont des revenus trop faibles par rapport à l'emprunt qu'ils veulent faire, de se mettre en danger. Parce que ce qui s'est passé, je rappelle, hein, la crise financière de 2008, c'est justement, elle a eu lieu parce qu'il y a eu de trop nombreux particuliers qui n'ont pas remboursé en fait leur crédit immobilier suite à la crise de 2008. Donc résultat, eh bien, les banques ont dû saisir en masse des biens immobiliers et se sont retrouvés avec plein de maisons, mais il n'y avait personne dedans, ils avaient eu des villes fantômes presque. Donc vous vous souvenez, il y avait même des images chocs et tout. On voyait des tonnes de maisons, il y avait marqué sold out aux États-Unis, il n'y avait personne dedans, rien à faire. Voilà. Et donc c'est un peu ce que veut faire Bruno Le Maire là. Alors ça, c'est que en voulant donc supprimer les règles de sécurité d'octroi de ces crédits, bah, il veut autoriser quelque part des personnes qui n'ont peut-être pas les moyens d'avoir des crédits, d'accéder au crédit. Donc, sur le court terme, ça peut relancer également effectivement la dynamique d'obtention des crédits et donc l'achat d'immobilier, etc. Mais par contre, sur le moyen long terme, bah, ces gens, s'ils n'ont pas les moyens, qui sont encore plus étranglés si l'inflation continue d'augmenter et tout, ce qui est probable, eh bien, ils risquent d'être en difficulté de remboursement de paiement. Et donc, ça pourrait créer une crise comme dans les subprimes des années 2008. Donc, que ça vienne du ministre de l'économie en personne d'annoncer ce genre de mesures, franchement, effectivement, il y a de quoi être perplexe pour la Banque de France et pour tout le secteur bancaire en, en général, hein. Voilà, donc ils vont en discuter vendredi, on verra. Mais ça sonne quand même. À moins que la réunion soit déjà passée, je sais pas. J'ai pas la date de l'article, bon. Bref, mais en tout cas, c'est récent, hein, pour vous dire, c'est récent. Donc assez phénoménal ce qui est en train de se passer. On a vraiment un gouvernement de champions, hein, faut dire. Bon, ensuite, autre point, alors là, c'est moins marrant. C'est le Figaro, hein, économie, plus de 68 milliards d'euros de réserves, le magot des retraites suscite les convoitises de l'État. Donc c'est pas suffisant, hein. Vous voyez, c'était au 1 octobre 2023, mis à jour le 2 octobre 2023, très récent également, c'est qu'apparemment toutes les cotisations Argic, Argoc, enfin je sais pas comment ça s'appelle, Argo, eh bien, ces cotisations privées, vous savez, vous avez cotisé peut-être en thème patronal ou syndicat toute leur vie, bah, ce magot-là serait peut-être ben, pris par l'État d'une façon ou d'une autre à ce niveau-là. Donc, encore une fois, on voit que le système de retraite, qui c'est qui va payer, en fait? Eh bien, c'est les Français, c'est les salariés, les patrons, etc. Voilà. Et donc, ça va totalement, pourquoi je vous montre cet article-là, que ça va totalement dans la lignée où j'ai fait, là, je suis en train de finir un article, je suis en train de préparer également une vidéo sur, vous savez, le budget des finances publiques de 2024. Et donc, j'ai retrouvé la main, en fait, à travers leur loi, sur exactement quelles dépenses ils vont mettre en place par feuille de route, par mission. Et quand ils disent mission, bah, une mission, ça peut être également la transition énergétique. Et donc, notamment dans la transition énergétique, devinez combien ils veulent mettre? Eh bien, ils veulent mettre 40 milliards d'euros. Donc, ok, c'est bien, hein, la transition énergétique, c'est important, hein, pour l'écologie et tout, forcément. Mais est-ce que là, 40 milliards pour la transition énergétique, des fois utilisés, on croit rêver, parce que des fois, c'est juste pour inciter les entreprises à mettre en place des choses. C'est-à-dire, derrière, ça ne rapporte pas d'argent ou il n'y a pas de mesures concrètes, si vous voulez. C'est juste des fois des incitations. Donc, des fois, vous avez dit, il y a des manques de cohérence dans l'utilisation de l'argent, que derrière, bien sûr, c'est les contribuables qui payent. Et quand derrière, on voit que 40 milliards en transition écologique et qu'ils vont pomper dans les retraites, bah, c'est un peu ce qu'ils veulent, hein. Ils veulent faire pour compléter tout ça, pour compenser ces dépenses-là. Je dis peut-être qu'il y a un manque de cohérence là-dessus. Bon, pourquoi pas? Après, c'est mon avis encore une fois, mais il faut surtout pas froisser les pros écologistes à fond, hein,
que je rappelle que la transition énergétique, c'est une bonne chose quand même. Et voilà, mais la façon de le faire. Et il y a cohérence dans la façon de le faire. C'est ça que je veux dire. Bon, voilà les amis, donc dernier petit point pour la route. Donc, cette fois, je vais parler d'un point très intéressant qui a été soulevé par Robert Kennedy Jr. Donc Robert Kennedy Jr., je rappelle, c'est le neveu vous savez, du président qui a été assassiné, donc Kennedy, hein, dans les années 60 à Dallas, notamment. Et donc, son neveu se présente notamment donc, pour les prochaines élections présidentielles aux États-Unis. Et c'est pour ça que là, en pleine campagne, entre guillemets, hein, eh bien, il rappelle que la réserve stratégique de pétrole aux États-Unis, par le lien avec l'activité économique, financière mondiale, eh bien, est descendue à 17 jours. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, parce que le tweet date du 4 octobre 2023, donc aujourd'hui, eh bien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les États-Unis ont 17 jours devant eux de réserve de pétrole. Et cette réserve-là, elle est en chute libre, en fait, depuis quelques mois. Et si vous voulez, ça se réduit de jour en jour. Donc si les États-Unis, en fait, n'achètent pas du pétrole, ce qui me paraît peu probable quand même, d'ici les 17 jours, leur réserve de pétrole sera sec. Ils n'auront plus de réserve stratégique de pétrole pour assurer leur bon fonctionnement à l'échelle nationale. Et donc là où ça devient intéressant, c'est que, enfin là il le dit très bien Robert Kennedy Jr., c'est qu'ils disent que là, comme les stocks sont de plus en plus amoindris aux États-Unis, eh bien ils disent maintenant nous serons à la merci de l'OPEP, c'est-à-dire qu'ils préparent un nouveau round de production, vous savez, de coupement de la production de pétrole. Donc apparemment, lui, il a des sources en interne, hein, il sait des choses que nous, on ne sait pas, parce qu'il prévoit déjà que là, il y aura des nouvelles politiques de la part des membres des BRICS et de l'OPEP, parce que je vous rappelle que les membres de l'OPEP, l'organisation de pétrole, eh bien, la plupart désormais font partie des membres des BRICS, avec les derniers 6 pays qui ont intégré les BRICS, eh bien, désormais, vous avez 80% de la production de pétrole qui est dans les mains des membres des BRICS. Donc ça donne quand même donne quoi réfléchir. Et donc dans ce cadre-là, eh bien, c'est pour ça qu'il dit, en gros, l'OPEP, donc les BRICS, préparent déjà une nouvelle politique pour achever en gros les États-Unis au niveau économique, au niveau du pétrole. Et donc, derrière l'Europe. Hein. Je rappelle pourquoi. Parce que là, je rappelle que là, je vais vous montrer les prix du baril de pétrole, et mieux comprendre. Donc là, on était en phase descendante. Vous savez, ça, c'est une bonne nouvelle. On était en phase descendante sur les prix du pétrole, vous voyez. Et comme on est en phase descendante, c'est peut-être pour ça que lui, Robert Kennedy, il a eu vent, il a eu des sources qui lui disent que pour faire remonter les prix du pétrole, la Russie et les membres des BRICS ils vont de nouveau couper leur production. Peut-être, on va voir de toute façon dans les semaines, dans les mois à venir. Et donc dans ce cadre-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les États-Unis doivent refaire par exemple le plein de leur stratégie de le plein de leur réserve stratégique de pétrole, ils vont devoir déjà l'acheter au prix fort. Parce que vous voyez, hein, par rapport à juillet, rien que par rapport à juillet, on est quand même à 20 dollars de plus quand même le baril de pétrole. Donc premièrement, mais en plus, comme ils vont devoir l'acheter aux membres des BRICS, ça veut dire qu'ils vont l'acheter à qui? Ils vont l'acheter à la Russie. Donc là, même au niveau géopolitique, on se retrouve dans un cas où les États-Unis qui font la guerre, quelque part, hein, par interposition avec l'Ukraine à la Russie, eh bien finalement vont racheter tout leur stock de pétrole aux membres des BRICS et donc indirectement à la Russie. Et donc là, retour à la case départ, et on se demande à quoi ont servi les 400 000 morts Ukraine et Russes en Ukraine, quoi, vraiment. Hein. Et donc, au passage, nous aussi, parce que nous, on est des dommages collatéraux au niveau de la crise énergétique et de l'inflation à cause de cette guerre. Hein. Donc, bravo les champions politiques qui vraiment ont l'air d'avoir une vision extra sympa là, de comment diriger le pays sur le plan économique. Bref. Et donc, là où ça va devenir également inquiétant, c'est que si les États-Unis n'ont pas d'autre choix que de payer au prix fort et qu'en plus vous couplez tout ça avec une baisse de la production des membres des BRICS sur le pétrole pour faire remonter les prix dollars, parce que leur objectif c'est de couler les États-Unis, notamment, et bien ça veut dire qu'on va avoir une explosion des prix du pétrole, parce qu'il y aura une demande qui va exploser à cause des États-Unis, vous l'avez compris, mais en plus on aura une production mondiale qui sera baissée par les membres des BRICS. Donc logiquement on va avoir un rallye encore
dans les mois à venir des prix du pétrole. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle hein, pour l'inflation, notamment en Europe également, parce que nous, on a compris on est vraiment les dindons de la farce dans l'histoire. Voilà les amis, bon ce sera tout pour cette actualité crypto numéro 44, donc on voit bien que, tenez-vous bien, hein, la ceinture de sécurité là, faut pas encore l'enlever. On voit bien quand même, aussi pour rester sur les notes positives, que les crypto-monnaies, eh bien, de plus en plus, c'est des actifs deviennent des valeurs sûres, des valeurs refuges, hein, contrairement à ce qu'on peut entendre à droite à gauche, que si les institutionnels donnent raison, si on voit que Ripple a gagné son procès et tout, c'est que derrière, voilà, il y a un vrai sujet économique, financier, de protection contre l'inflation de la part des crypto-monnaies. Donc c'est pour ça hein, que moi je rappelle toujours dans les vidéos, même si je ne suis pas un conseiller financier en investissement, essayez toujours de diversifier vos placements avec une cagnotte banque, une cagnotte crypto-monnaie, une cagnotte or et argent physique, une cagnotte peut-être immobilier si vous pouvez, une cagnotte action boursière, entreprise, etc., suivant la moralité des choses. Personnellement, je sais que je n'investis pas dans ce genre de choses parce que derrière, je ne suis pas attiré par tout l'aspect actionnariat qui participe justement à l'aspect de faire grossir des sociétés comme BlackRock et compagnie. Voilà les amis. Bon sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez appris des choses. Surtout, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne pour la faire grossir. Ça fait toujours plaisir d'avoir plus d'abonnés. Je vous remercie encore hein, tous pour vos soutiens, anciens abonnés, nouveaux abonnés. Ça fait super plaisir. Et puis sinon, je vous dis, prenez soin de vous, très important. Et à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao.